Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un podcast consacré aux idées reçues à propos du parc de Plitvice. Plitvice est le parc national le plus connu de Croatie et probablement le plus beau, en tout cas le plus touristique, avec plus d'1,5 million de visiteurs par an qui viennent du monde entier. Ce n'est pas pour rien, bien sûr, c'est sa beauté qui est évidente et qui va s'imposer à tout le monde sans avoir besoin d'être un randonneur expérimenté, et ça, c'est super. Néanmoins, il y a beaucoup d'idées reçues qui traînent autour de ce parc et j'ai donc voulu consacrer vraiment ce podcast à ce sujet parce que souvent, quand vous venez sur les podcasts un peu personnalisés pour des conseils de voyage, vous arrivez justement avec ces idées-là. Eh bien, l'intérêt, c'est de voir dans quelle mesure elles sont justifiées ou pas. Donc, les idées reçues ne le sont pas pour rien. C'est souvent que beaucoup de personnes peuvent répéter les mêmes choses, moi la première, hein. Et en même temps, il est toujours important de contextualiser les informations, c'est-à-dire de les rapporter à sa propre situation, à ses habitudes de voyage et également à son budget, parce que ça peut être important. Si vous avez donc quelques minutes à accorder, vous allez pouvoir un peu faire le tour de ces idées reçues. Alors la première, c'est on a besoin d'une journée pour visiter le parc parce que avec moins de temps, ce n'est pas pertinent. Ben non, en fait. Il n'est pas nécessaire de passer une journée à Plitvice et rares sont ceux qui le font. Non pas parce qu'ils auraient payé le billet 40 € en pleine saison et qu'ils estiment qu'à ce prix-là, ils vont passer la journée, mais parce que la réalité du parc fait qu'on visite en quelques heures en général et qu'on a un aperçu très satisfaisant sans y passer 12 heures, ce qui n'est en général pas du tout nécessaire, à moins d'avoir une envie exceptionnelle de ne pas quitter ce parc, par exemple. Alors ça vous regarde, hein. Mais la majorité, donc 99% des visiteurs, vont passer quelques heures. Alors, c'est assez simple de comprendre en fait le temps dont vous avez besoin. Schématiquement, ça se découpe en 3 en fait. Ça dépendra du type de circuit que vous allez choisir. Et pour faire votre choix, vous allez souvent réfléchir de manière assez simpliste, c'est-à-dire en termes de temps de trajet et donc le nombre de kilomètres à parcourir dans le parc selon le circuit que vous allez adopter. Et à ce moment-là, vous allez très bien comprendre un peu la situation et pourquoi une journée n'est pas nécessaire. Vous avez 3 configurations. Pour les personnes qui ont une difficulté à la marche, qui sont pas très, très marcheurs ou qui ont des problèmes de santé qui justifient donc de ne pas faire trop d'efforts. On va être dans un circuit qui est environ 3,5 km à 4 km, qui est essentiellement concentré autour des lacs inférieurs où sont les 80-90% de cascades et de chutes qu'on vient voir. Donc à ce moment-là, on est à 4 km environ. Donc vous comprenez bien que même si vous n'êtes pas très très doué en marche, ça doit être raisonnable si vous êtes un peu âgé, si vous êtes fatigué ou donc que vous avez besoin donc d'aller tranquillement mais sans avoir la pression justement d'un trajet important. Les 4 km devraient très très bien se passer. Donc, qui dit 4 km dit qu'en gros, on est entre 2 et 3 heures de visite. Sous 4 km, schématiquement, vous rapportez ça à l'heure, c'est pas très long pour faire 1 kilomètre. Même si vous passez beaucoup de temps à faire les photos, à admirer le paysage, il vous sera évident de comprendre que sur 2-3 heures, les 4 km, c'est une formalité. La deuxième option, c'est celle que retiennent vraiment 90% des touristes, hein, c'est le circuit moyen, c'est-à-dire celui qui fait 8,5 km, 10 km environ, et qui permet de faire le tour des lacs inférieurs et des lacs supérieurs. Et là, donc, on est à au maximum 10 km. Alors évidemment, on peut faire un peu plus si on a envie de refaire le tour des lacs inférieurs, par exemple, mais globalement, l'ensemble du circuit est prévu pour 8,5 km, 10 km depuis le parking. Donc à ce moment-là, 10 km, on considère qu'on a besoin de 4 à 6 heures. Et en général, donc c'est 4 heures en prenant déjà son temps, 5 heures vraiment pour éventuellement pique-niquer dans le parc, manger, se reposer, parce qu'on a besoin de se reposer, donc un peu au milieu du parcours par exemple, ou qu'on a envie de manger dans le parc. Et à ce moment-là, on est à 5 heures, et 6 heures en prenant beaucoup son temps. Parce que les 6 heures ne sont vraiment pas nécessaires pour faire 10 km. Mais si vous avez envie, disons que les 6 heures, c'est souvent pour ceux qui vont vouloir faire à la fois les lacs inférieurs dès qu'ils arrivent, par exemple, et les refaire avant de partir. Donc à ce moment-là, on est un peu autour de 6 heures. Et là, on en a pris plein la vue 2 fois au lieu d'une, hein. Donc ça peut être très bien. Donc on est à 10 km pour 4 à 6 heures et en moyenne donc 5 heures en pique-niquant dans le parc.
Les 4 heures, c'est ce dont tout le monde a besoin raisonnablement pour faire ce circuit. Et ensuite donc on a l'option un peu plus difficile qui consiste à faire 20 kilomètres avec donc une alternative autour de 16 kilomètres si on coupe dans certains sentiers forestiers. Et donc là, en fait, c'est découpé entre 8 kilomètres du côté des lacs inférieurs et supérieurs et 10 à 12 kilomètres dans les sentiers forestiers. Et là, ce n'est que de la forêt avec la faune et la flore des diverses zones de la forêt que vous pouvez admirer si vous aimez les forêts. Donc, c'est ce qu'il vous faut faire. Et donc, on est à 20 kilomètres. Et donc, on est aussi autour de 5 à 6 heures pour les marcheurs. Ceux qui veulent absolument prendre leur temps iront jusqu'à 8 heures, mais en réalité, ils sont quand même assez rares parce que les bons marcheurs, même s'ils apprécient beaucoup le paysage, ils mettent entre 5 et 6 heures pour faire ces 20 kilomètres. Donc, bah, raisonnablement, vous comprenez que déjà la journée dure 24 heures, même si vous dormez, que vous vous déplacez, entre l'option 2-3 heures, celle de 4-5 heures et celle de 5-6 heures, ça vous laisse quand même largement le temps de faire autre chose de vos journées. C'est pourquoi il ne faut pas une journée pour visiter Plitvice, mais quelques heures, et cela dépendra donc du choix du nombre de kilomètres que vous êtes prêt à parcourir. Et je pense qu'après ces éclairages-là, vous devrez déjà y voir plus clair, hein. Donc, le circuit A et B, c'est vraiment les 3-4 kilomètres et donc les 2-3 heures. Pour le circuit C, depuis l'entrée 1, ou le circuit F, depuis le sentier 2, l'entrée 2, vous allez donc avoir besoin de 4 à 6 heures. Et pour le circuit K1 ou K2, ça dépend de l'entrée que vous choisissez, vous êtes à 5-6 heures. Maintenant qu'on a fait ces rappels-là, les autres idées reçues qui sont sur le parc, c'est au sujet de l'entrée. L'entrée 2, c'est forcément la meilleure, surtout quand on est itinérant. Bon, là aussi, je m'inscris en faux. Certes, beaucoup de guides ont tendance à raconter ça parce que souvent, on considère que dans les guides, il faut s'adresser à son public qui est des voyageurs itinérants qui ont l'habitude donc de s'accompagner d'un guide et qui ont l'impression que le guide va nécessairement se pencher sur leurs intérêts particuliers. Or, il n'y a pas de différence entre l'entrée 1 et l'entrée 2 par rapport à ce qu'on voit, en tout cas. En revanche, il y en a une qui peut être importante, surtout en très haute saison, et c'est pourquoi je vais insister sur cet aspect-là. Depuis l'entrée 1, il faut savoir que si vous avez fait ce choix, vous allez très rapidement, pour ne pas dire dans l'instant où vous franchissez l'entrée, la billetterie, découvrir la cuvette de Plitvice, que vous voyez d'ailleurs sur la photo, par exemple, en ce moment. Et donc ça, c'est un panorama qu'on ne voit pas nécessairement depuis l'entrée 2, puisque ça supposerait de remonter comme si on quittait le parc en allant à l'entrée 1 pour prendre de la hauteur et voir le paysage. Or, personne ou presque ne le fait à moins d'avoir entendu parler de ça et donc de se dire que ça peut être intéressant, mais c'est rare que les guides aillent autant dans le détail. Donc, ils ont tendance à dire l'entrée 2, c'est la meilleure. Ben non, en fait, pas nécessairement. L'entrée 1, c'est l'entrée historique. On n'est pas historique pour rien. On l'est avant tout parce que il y a quand même un intérêt à avoir l'entrée du parc pour tous les voyageurs, toutes saisons confondues. C'est donc l'entrée que vous utilisez en hiver, au printemps, en été jusqu'à l'automne. Alors que l'entrée 2 n'est ouverte que pour la moyenne saison et la haute saison. Donc déjà, en soi, ce n'est pas pour rien. Ensuite, l'entrée 1, son intérêt, c'est que vous allez pouvoir avoir ce panorama général. Puis surtout, c'est que pour ceux qui sont avec des difficultés à la marche, par exemple, et qui veulent simplement découvrir les lacs inférieurs, c'est celle qui y mène le plus vite, puisqu'il suffit de rejoindre le canyon des lacs inférieurs, d'aller vers la grande chute, puis ensuite de faire le tour des lacs inférieurs. Et donc, tout est à proximité depuis l'entrée 1, ce qui n'est pas le cas depuis l'entrée 2. Donc, quand on vous dit l'entrée 2 est meilleure parce que pour les itinérants, c'est mieux et vous allez dans un sentier en descente, ça aussi, bon, ce n'est pas plus compliqué par l'entrée 1. Vous allez aussi descendre pour rejoindre les lacs inférieurs, comme vous l'imaginez sur la photo, hein. Vous êtes supposé être ici, donc, et vous allez avoir la possibilité de rejoindre les lacs inférieurs. Ici, donc, la grande chute, et ensuite aller faire le tour des lacs inférieurs. Donc, en soi, il n'y a pas de difficulté supplémentaire depuis l'entrée 1. L'avantage est aussi que quand on rentre par l'entrée 1, on va aller découvrir en premier, puisque c'est l'attraction où tout le monde vient. Donc, si vous commencez par là, théoriquement, vous êtes les premiers à y arriver. Et ceux qui sont déjà rentrés 1 heure avant
ont souvent quitté, alors que ceux qui rentrent depuis l'entrée 2 arrivent, hein. Donc l'intérêt, c'est un peu ça, c'est d'être les premiers en, possibilité de découvrir les zones les plus stratégiques et ensuite, donc, quand vous avez fait le tour des lacs inférieurs, que vous découvrez les lacs supérieurs, pour rejoindre l'entrée 1, vous pouvez, si vous le souhaitez en tout cas, revenir du côté des lacs inférieurs pour finir votre visite, si vous avez envie de faire quelques photos supplémentaires, par exemple. Sinon, vous quittez tranquillement le parc, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'avec l'entrée 1, on a la possibilité d'avoir 2 fois accès très facilement aux lacs inférieurs où se trouve l'essentiel des attractions que vous venez voir. Donc l'entrée 2 n'est pas meilleure, quoi qu'on en dise. Après, elle est très utilisée par les itinérants puisque tous ceux qui utilisent les guides pour s'informer vont choisir cette entrée en considérant que c'est évident pour eux. Donc en soi, il faut savoir que ce n'est pas vrai qu'elle est pour les itinérants, cette entrée. Il y a autant aujourd'hui de bus qui peuvent se garer à l'entrée 2. Les bus sont aménagés en fait pour se garer à l'entrée 1 comme à l'entrée 2. En plus, ils utilisent souvent une entrée alternative qui est une entrée 3, qui est réservée au complexe du parc pour tous ceux qui sont dans les hôtels justement du parc de Plitvice. Et donc, l'entrée 3 est une alternative en très haute saison. Donc, il faut savoir qu'en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entrée. Toutes vous mèneront vers les mêmes destinations. Après, il peut y avoir un certain temps nécessaire pour le faire. Bon, en quelques minutes, avec l'entrée 1, vous allez être du côté des lacs inférieurs, alors qu'avec l'entrée 2, vous allez devoir déjà les rejoindre. Alors, je vais essayer de vous montrer ça pour que vous compreniez pourquoi, en fait, ça peut être pertinent de choisir l'entrée 1 ou l'entrée 2 et comment en fait ça s'organise. Et vous allez convenir rapidement que ça peut être plus pertinent d'entrer directement dans le vif du sujet. Ça ne va pas du tout vous empêcher d'apprécier, hein, voilà. Et en fait, l'objectif pour vous, c'est de savoir déjà ce que vous voulez faire. Donc là, on va aller dans les parcours et puis surtout, on va vous montrer en fait quelles sont les différences de circuits. Donc en fait, il faut comprendre l'organisation du parc. Ici, vous avez la carte générale avec l'entrée 1 donc, qui se situe là et l'entrée 2 qui se situe ici. En fait, vous le voyez, hein, vous avez l'attraction principale, la chute, grande chute ici, donc très près de l'entrée 1, et les lacs inférieurs également. Quand vous rentrez par l'entrée 2, bah, déjà, il faut rejoindre cette zone. Alors, soit il faut prendre un petit train, soit il faut y aller à pied. Ce n'est pas un problème, hein, mais ça prend du temps. Donc, le temps de rejoindre, ça signifie que quand vous arrivez par l'entrée 2 et que vous allez marcher 30-45 minutes ou plus pour aller dans cette zone-là, toutes les personnes de l'entrée 1 qui sont rentrées déjà à partir de 7 heures, qui rentrent à nouveau à 8 heures, se rejoignent avec celles de l'entrée 2 et du coup, il y a affluence. Parce que forcément, venant de l'entrée 2, on a pris un certain temps que les personnes de l'entrée 1 n'ont pas eu à prendre à cause de la proximité. À ce moment-là, c'est vrai que le tour se fait dans un sens contraire. Donc normalement, ça reste fluide parce que l'organisation actuelle du parc, c'est-à-dire avec une entrée toutes les heures depuis l'entrée 1 ou depuis l'entrée 2, permet d'éviter des regroupements, des affluences, comme il pouvait y avoir dans certaines zones. Mais finalement, l'intérêt, en fait, c'est pour vous d'aller peut-être le plus vite possible dans les zones stratégiques. Ça signifie par exemple que quand vous rentrez par l'entrée 1, vous allez découvrir la grande chute, découvrir les lacs inférieurs, ou le contraire, hein, les lacs inférieurs par exemple. Ici, donc, aller à la grande chute, et donc après, prendre un bateau pour traverser le lac Koziak qui permet la jonction entre ces lacs inférieurs et les lacs supérieurs ici. Ce qui signifie qu'en fait, vous avez déjà fait l'essentiel de ce que vous êtes venu voir avec ce circuit-là et ensuite il suffit de compléter avec les lacs supérieurs et de quitter donc pour rejoindre soit en petit train pour ceux qui seraient fatigués, soit donc à la marche pour ceux qui ont envie de reprendre une dose de lacs inférieurs avant de partir. Donc, cette idée d'entrée 1, elle est très judicieuse et c'est pourquoi c'était l'entrée la plus recommandée. J'espère vous avoir convaincu, mais quel que soit votre choix, de toute façon, ce sera très bien.
même l'entrée 2, en fait, ne pose aucun problème. C'est pas pour rien qu'elle est recommandée pour certains, hein. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller vers les lacs inférieurs en premier, parce que c'est quand même là que tout le monde vient. Donc, c'est là qu'il y a l'affluence. Les lacs supérieurs seront toujours beaucoup plus tranquilles, puisque malheureusement pour eux, beaucoup de touristes considèrent qu'ils ont vu l'essentiel du côté des lacs inférieurs et n'ont pas forcément envie de faire l'effort de compléter avec les lacs supérieurs ou juste en partie. Donc, ils sont beaucoup moins fréquentés et c'est aussi bien parce que si vous voulez la tranquillité, vous la trouverez du côté des lacs supérieurs sans problème. Donc là, voilà un peu pour l'idée reçue par rapport aux entrées. L'entrée 2 n'est pas meilleure que l'entrée 1. C'est même peut-être le contraire, mais dans tous les cas, vous avez la possibilité de découvrir. Donc, par exemple, quand vous entrez par l'entrée 2, là, ici, vous allez prendre un bateau qui vous permet donc de traverser le lac Coziac. Vous retrouvez ici à rejoindre la Grande Chute et les lacs inférieurs et donc revenir ici pour l'entrée 2. Après, vous terminez la visite avec les lacs supérieurs, par exemple, ça marche très bien. Alors que par l'entrée 1, vous aurez naturellement été vers les lacs inférieurs et la Grande Chute, traverser le lac Coziac en deuxième et faire le tour des lacs supérieurs avant éventuellement de prendre le train ou de revenir à pied et de profiter des lacs inférieurs. Voilà en gros la grosse différence. Pour le circuit K, K1 ou K2, ça ne change rien pour le coup, parce que quel que soit le circuit, c'est une question de sens, mais en réalité, ça ne posera absolument pas de problème dans un cas ou l'autre, parce qu'une grande partie du circuit K se fait vraiment dans des très bonnes conditions, vu qu'il y a peu de monde qui est motivé pour faire 20 km. Vous en doutez sûrement, c'est pas non plus si évident de se motiver, en tout cas en plein été, quand il fait très chaud. Si on n'est pas non plus marcheur, on n'a peut-être pas envie de se lancer dans les 20 km, donc on est un peu moins dans l'entrain de faire en plus une partie en forêt où il n'y a plus les lacs, il n'y a plus les chutes et les cascades, ce qui malheureusement frustre aussi certains qui considèrent que c'est ceux qui viennent voir en priorité. Voilà. Pour la troisième idée reçue, il s'agit en fait d'arriver à l'ouverture parce que sinon après, il y a plein de monde. Alors bon, écoutez, ça dépend vraiment de la période à laquelle vous visitez le parc parce que naturellement, en plein été, mais qui dit plein été dit du 15 juillet au 15 août, il y a le maximum d'affluence touristique possible. C'est d'ailleurs à cette période qu'il faut réserver impérativement. Et de façon générale, entre 1er juin et 30 septembre, le parc demande de réserver son billet pour garantir les meilleures conditions de fréquentation du parc et donc la fluidité pour éviter les embouteillages sur le parc. Donc, si vous avez l'intention de découvrir à cette période, n'oubliez pas qu'il faut absolument réserver le billet. Alors, inutile de vous précipiter alors qu'on est en février pour réserver le billet. D'abord, ce n'est pas possible parce que normalement, elles ne sont pas ouvertes, les réservations. Elles le seront quelques semaines avant les dates théoriques, surtout pour la haute saison. Donc, vous n'allez pas vous retrouver sans billet. A priori, il devrait y avoir une large marge de manœuvre. Les entrées se font entre 7 heures du matin donc, et 16 heures pour les dernières entrées. Donc, pas de souci également. Le prix du billet en haute saison est de 40 €. Il est de 24 ou 27 €, je ne l'ai plus en tête exactement, pour la moyenne saison, donc en avril-mai et donc en octobre. Et il est beaucoup plus bas, autour de 13 € pour la basse saison. Si vous visitez donc le parc, ça dépendra de la période à laquelle vous visitez. Donc, partons du principe que vous venez en juillet-août, c'est souvent le cas en ce moment. Là, à ce moment, faut-il absolument arriver à 7 heures du matin pour n'avoir personne dans le parc? Il faut comprendre que de 7 heures à 17 heures, toutes les heures, 200 personnes vont rentrer par chaque entrée. Donc, forcément, en arrivant à 7 heures, vous êtes les premiers. Si vous découvrez l'entrée 1, évidemment, vous allez être les premiers dans la zone la plus stratégique. Donc, c'est là qu'il y a le moins de monde. 200 personnes, ce n'est pas rien. Il faut savoir que même si c'est très matinal, c'est souvent les moments qui sont complets parce que tout le monde se dit un peu pareil. Si je ne veux pas être avec beaucoup de monde, si je veux voir en premier et que je veux faire autre chose de ma journée, par exemple, les personnes très matinales, ça ne leur pose pas problème d'être opérationnelles à 7 heures du matin. C'est pour ça qu'elles ont choisi de loger près du parc. Alors, en même temps, c'est très, très matinal du coup, parce que qui dit entrer à 7 heures, il y a peu d'hébergeurs qui font quand même les petits déjeuners avant 7 heures du matin. C'est normal.
parce que normalement, c'est de 7 heures à 10 heures pour les petits déjeuners. Donc soit vous organisez pour petit déjeuner par vos propres moyens, ou vous pouvez le faire dans le parc si vous voulez, soit donc vous ne rentrez pas à 7 heures et vous attendez 8 heures, hein, ce qui est un peu plus confortable et donc vous aurez au maximum donc 400 personnes qui sont déjà entrées à 7 heures et donc vous, 200 par chaque entrée. Mais compte tenu de la grandeur du parc, ce n'est pas une affluence, on est bien d'accord. Bien sûr que quand vous allez arriver, comme beaucoup le font depuis des zones très éloignées comme Split, qui ne dissuade pas les voyageurs de venir à Plivice, même s'ils sont à plus de 3 heures par l'autoroute ou 4h30 par la route, ils arrivent en partant vers 7 heures autour de 10 heures. Et donc de 10 heures à 13 heures, 14 heures, on a beaucoup de monde qui cherche à entrer parce que techniquement, c'est les seules heures qui conviennent. Également, les bus qui sont organisés de cette sorte-là, donc on va se retrouver avec un peu le même public, ceux qui viennent en bus de très loin, ceux qui viennent en transfert à privé ou partagé, ceux qui viennent par leurs propres moyens, mais qui ont 3-4 heures de trajet et qui n'ont pas renoncé à Plivice. Donc tout le monde, en fait, qui est en excursion à la journée depuis les zones comme l'Istrie, ce qui n'est pas très raisonnable, mais ils le font quand même, ou depuis Split, et encore moins depuis Dubrovnik, mais ça n'empêche pas certains excursionnistes de proposer la possibilité de visiter Plivice à la journée depuis Dubrovnik, se retrouvent concentrés sur les mêmes heures, entre 10 heures et 14 heures. Et donc après, le parc, techniquement, va se désengorger, puisque tous ceux qui sont rentrés à l'ouverture sont déjà partis depuis un moment. Et ceux qui sont arrivés à partir de 10 heures commencent à repartir vers 15 heures ou 16 heures, ce qui s'explique qu'à partir de 16 heures, vous vous retrouvez dans un parc beaucoup plus tranquille également. Donc, faut-il absolument arriver à l'ouverture? Non, si ce n'est pour être les premiers, mais alors à ce moment-là, ça suppose loger sur place, parce que rien ne vaudra de loger sur place, sinon c'est lever 4h30 du matin pour être vraiment dans des bonnes conditions, parce que quand on a réservé le billet, qu'on nous indique une entrée à 7 heures, il faut savoir que le parc vérifie en amont, sinon on perd du temps. Donc en fait, on demande d'arriver 30 minutes avant l'entrée théorique. Donc si vous devez rentrer à 7 heures, il faut être là à 6h30. Les contrôles des billets, c'est des billets numériques, mais bon, l'important, en fait, c'est quand même d'avoir conscience de ça. Et le temps de se garer, d'arriver, donc d'attendre, c'est quand même extrêmement matinal. Mais vous aurez 400 personnes donc, dans le parc. Si vous voulez absolument être les premiers, il n'y a pas le choix. Après, quoi qu'on en dise, on aura une belle expérience, quel que soit le moment que vous choisissez, grâce à la réorganisation des entrées du parc, avec 200 personnes maximum qui rentrent par heure. Donc, par entrée, vous avez un nombre de personnes raisonnable et vous pouvez espérer donc que ceux qui sont rentrés précédemment, 1 heure avant, ont déjà visité une partie du secteur que vous-même vous allez découvrir et donc il n'y a pas les embouteillages, si ce n'est un peu pour prendre le bateau en P3 là ou en P2, parce que nécessairement c'est ce qui peut être le plus long vu que les bateaux, c'est toutes les 30 minutes. Donc, si vous n'avez pas pu monter à bord, vous êtes amené à attendre. Et donc, il y a une certaine perte de temps. Mais bon, vous n'êtes pas obligé aussi de prendre le bateau. Vous pourriez faire le tour des lacs pour rejoindre les lacs supérieurs. Il n'y a pas de souci. Disons que l'attraction du bateau, elle est quand même super sympa. Donc, n'hésitez pas à la faire si vous en avez l'occasion. Donc, à partir de là, vous avez compris que si vous rentrez à 7 heures du matin, 8 heures, c'est toujours bien. À partir de 10 heures, on commence à être engorgé jusqu'à 14 heures. Et donc, à partir de 16 heures, on est à nouveau dans une fréquentation touristique beaucoup plus intéressante. Et pourquoi j'insiste sur ce fait? Parce qu'aujourd'hui, quand on est en mode saison, on peut payer moins cher l'entrée du billet, qui est quand même dissuasif pour certains. Et à ce moment-là, avec 25 euros, on peut découvrir le parc dans d'excellentes conditions de 16 heures à 20 heures, 21 heures maximum, puisque le parc ferme à ce moment-là. Mais en 4 heures, vous avez largement de quoi voir ce que tout le monde vient visiter dans ce parc-là. Donc, si vous avez envie de faire des économies, ça peut être vraiment une très bonne idée d'arriver dès 16 heures ou 15 heures en septembre ou en juin, puisque en juin, c'est un peu anticipé pour la dernière entrée. Et en septembre, comme la nuit tombe plus tôt,
que le parc, à partir de 20h, devient un peu sombre, bah, l'idée, c'est d'avancer pour permettre que les 4 heures soient confortables. Donc, c'est de 15h à 19h que vous devriez visiter ce parc. Bon, bah, s'il n'y a pas de petites économies, 25 €, c'est aussi le prix de la moyenne saison, donc on a tout bon. Si on est dans la démarche de découvrir les lacs inférieurs et les lacs supérieurs, rien ne s'opposera à le faire dans ce temps-là, hein. Vous devriez avoir une visite satisfaisante et vous aurez fait des économies pour vous payer peut-être un petit resto ou pour visiter autre chose au lieu de devoir y renoncer pour une question de budget. Donc voilà, c'était les 3 grandes idées reçues qui sont, en général très évoquées et que je voulais un peu remettre en question. À partir de là, beh, c'est vrai que si vous devez, venir à Plivitzé, l'intérêt peut-être de loger 1 ou 2 nuits, c'est de se poser la question: «Que vais-je faire ensuite?» hein? Parce que le parc draine l'essentiel du tourisme qui vient dans cette région. Peu de curieux vont s'intéresser à ce qu'il y a à voir autour. Les sites sont assez peu exigeants ensuite parce que ce sont, soit des lieux-dits, soit des sites qui se visitent en 1 heure, maxi 2 heures, en prenant vraiment beaucoup son temps. Donc c'est vrai que les temps de visite nécessaires ne sont pas très importants et vous avez la possibilité, bah, de découvrir autour du parc autre chose, y compris dans une journée. Surtout si vous êtes arrivé le matin, hein, que vous êtes sorti donc, environ vers, 12:00, 13h, maxi 14h. Vous allez pouvoir partir vers les chutes de Rastoké, vers le refuge de Kuterevo, par exemple, vers la source de la rivière Gachka. C'est vraiment les coins les plus connus ou, la grotte de Brač, peut-être, si vous aimez les grottes. Donc à ce moment-là, ben, vous n'avez pas besoin de passer 2 jours selon les choix que vous faites dans la zone. Si vous devez rester de nuit, c'est parce que vous avez l'intention de visiter la région pour ce qu'elle, propose, hein, c'est-à-dire vous montrer curieux. Alors c'est pas le cas de tout le monde et on n'a souvent pas beaucoup de temps, donc on a tendance à se concentrer sur ce qu'on préfère et si votre objectif, c'est de découvrir cette région de Plivitzé et que vous avez tout intérêt à le faire parce qu'il y a des très jolis lieux, bah, à ce moment-là, vous aurez besoin de vos 2 nuits, voire 3, parce qu'il y a, 3 régions, en fait, qui vont se rencontrer. La Lika, où se trouve le parc de Plivitzé, la Croatie centrale, du côté, de Ogulin et Karlovac, avec des rivières comme la Merzenica et vous avez donc du côté de Rijeka, le Gorski Kotar, des chutes, des lacs, des forêts, des rivières et donc des expériences hors des sentiers battus et tout ça, c'est un peu à la confluence, en fait. Donc, si vous avez envie de moyenne montagne, de paysages très tranquilles avec des plaines, des forêts, des rivières, du rafting, du kayak, bah, c'est une très bonne idée. À ce moment-là, bah, 2 ou 3 nuits ne seront pas de trop, pas nécessairement à Plivitzé, mais alors du coup, dans une zone centrale. Alors ça peut ressembler à Otočac ou à Ogulin. Donc à ce moment-là, on est aussi près de Plivitzé à environ 45 minutes que, de Delnice pour aller vers les cascades, vers les chutes et la rivière, par exemple, la rivière Kupa. Vous pouvez faire du rafting si ça vous dit ou le lac de Lokve également qui est très joli. Donc à ce moment-là, vous avez vraiment une possibilité d'optimisation et puis vous descendez également du côté d'Otočac vers Kuterevo pour voir les ours. C'est la zone stratégique, c'est pas Plivitzé. Plivitzé peut être une zone, hein, mais vous êtes plus loin du Gorski Kotar, hein, naturellement. Une zone stratégique, c'est supposé être un peu centrale pour permettre de rayonner justement comme certains ont l'habitude de le faire et limiter les kilomètres pour se rendre d'une zone à l'autre. Donc dans tous les cas, c'est vrai que il n'est pas nécessaire de dormir 2 nuits parce qu'on a dit qu'on logeait la veille, qu'on avait besoin d'une journée complète pour visiter Plivitzé et qu'on va rester la 2e nuit, à moins que ça fasse partie de vos habitudes personnelles et ça, je ne vais pas vous en empêcher. Chacun fonctionne comme il veut, mais c'est vrai que quand on réfléchit, qu'on manque de temps, qu'on essaie d'organiser son séjour, c'est les questions qu'il faut se poser en amont. De combien de temps ai-je besoin pour faire la visite telle que je l'envisage? Et quand on a répondu, bah, normalement, tout va devenir beaucoup plus clair. Donc j'espère que vous serez nombreux à écouter ce podcast parce que ça vous évitera peut-être de partir sur des fausses idées et d'une certaine manière de perdre un certain temps dont vous n'avez pas nécessairement besoin pour réussir votre visite de la même manière.
Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite donc un bon dimanche et pour ceux qui ont écouté, merci pour votre fidélité. Si vous avez, besoin de conseils personnalisés pour Plivitsé ou d'autres destinations, n'hésitez pas à me rejoindre sur les salons que je lance périodiquement sur le groupe avec des avertissements, ou vous pouvez aussi prendre contact avec moi par Messenger ou via le site Ideos pour, demander un rendez-vous, pour un salon privé. Ça sera toujours mieux pour pouvoir discuter, pour avoir des conseils vraiment adaptés à vos besoins et vos habitudes. Parce que ça, c'est très important pour moi, et à ma façon de penser. Mais bon, l'intérêt, c'est aussi l'agilité, de comprendre, en fait, qui sont les voyageurs qui ont besoin de conseils et quels sont donc les conseils qui seront adaptés à leur façon de faire. Parce que chacun est différent, hein, et on a tous envie d'avoir un voyage qui nous ressemble. Donc le but, c'est d'être au plus près de chacun de vous. Merci donc beaucoup pour votre attention. À très bientôt et surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez. Au revoir.